stade initial, concernant nos 6 enfants, ils avaient un poids moyen de 7,46 kg. Ils avaient un taux moyen de CD4 de 803 cellules par millimètre cube. Et parmi ces 6 enfants, il y avait 3 qui souffraient d'anémie. Anémie par carence. Le poids moyen des 6 enfants était de 7,46. Les enfants, c'était de quel âge? Tous les enfants, au moment de l'étude, avaient tous moins de 5 ans. Ils avaient une fonction rénale, du moins une fonction rénale et une fonction hépatique normale. Toujours au stade initial, après évaluation nutritionnelle, on avait un enfant souffrant de malnutrition légère, 2 enfants souffrant de malnutrition modérée et 3 enfants souffrant de malnutrition sévère. Le schéma thérapeutique à l'initiation du traitement était le suivant. Il y avait 3 enfants sous le régime zidovudine, lamivudine, névirapine. Il y avait un enfant sous le régime stavudine, lamivudine, névirapine. Et 2 enfants sous le régime zidovudine, lamivudine et efavirenz. Concernant la réhabilitation nutritionnelle, pour l'enfant souffrant de malnutrition légère, on n'a pas fait de réhabilitation nutritionnelle. On a juste donné des conseils nutritionnels et on s'aide en fait on fait une démonstration avec les aliments qu'on trouve sur place. On ne va pas leur demander, sachant déjà que c'est une population qui est très pauvre, on ne va pas leur demander d'aller acheter des choses dans des grandes surfaces. Donc, comme la plupart de la population, c'est une population paysanne, donc sur place, on trouve du manioc, c'est une tubercule, on trouve de l'igname, on trouve du riz. Donc, en fait, on leur montre comment est-ce qu'ils doivent donner les aliments aux enfants. On a même du haricot, on a même du soja qui sont très riches en protéines. Et on insiste sur le fait que un enfant doit manger au minimum 5 fois. Et on leur montre un peu comment est-ce qu'ils doivent, par rapport à l'heure. Généralement, ils savent plus ou moins. Par exemple, le matin, comme nous sommes dans une zone fortement islamisée, on leur dit, après la première prière du matin, vous pouvez donner la nourriture à l'enfant. Maintenant, avant midi, vous pouvez donner une petite collation à l'enfant. Et avant le soir, vers 16 h, vous pouvez donner également quelque chose à l'enfant. Et après la prière du soir, la première prière du soir ou bien la deuxième prière du soir, vous pouvez également donner quelque chose à manger à l'enfant. Maintenant, en ce qui concerne les enfants souffrant de malnutrition modérée et sévère, ils ont tous bénéficié d'un appui nutritionnel avec des aliments thérapeutiques prêts à l'emploi. C'est des petits sachets que l'UNICEF en général nous remet. Donc, on leur donne ça et puis, en général, c'est en fonction du poids et puis du degré de malnutrition en fait, qui bénéficient en fait qu'on leur donne des sachets. Maintenant, selon les recommandations du Programme national de nutrition, tout enfant souffrant de malnutrition modérée et sévère doit être mis sous traitement antipaludique pendant 3 jours. Il doit être mis sous traitement antibiotique pendant 7 jours au minimum et également sous traitement antifongique. La réhabilitation nutritionnelle en tant que telle a une durée d'au moins d'un minimum de 30 jours. La réhabilitation nutritionnelle, parce qu'il y a une phase aiguë où on donne, je donne un exemple, par exemple, pour un enfant qui a une malnutrition modérée, en fonction de soucis, par exemple, cet enfant par exemple, a un poids de 5 kg. Au début, on lui donne par exemple 6 sachets par jour, donc 2 sachets le matin, 2 sachets à midi, 2 sachets le soir. Après 2 semaines, ce n'est plus 6 sachets qu'il consomme par jour, c'est maintenant 1 sachet. C'est pour ça que ça prend du temps, c'est au minimum 30 jours. Maintenant, après 1 mois d'hospitalisation, nous avons évalué les enfants sur le plan clinique et on s'est rendu compte qu'on a eu une amélioration du poids de 22%. Et en ce qui concerne les infections opportunistes, les enfants, après 1 mois, ne présentaient plus d'infections opportunistes. Et dans cet échantillon de 6 enfants, il y avait un seul enfant qui présentait des effets secondaires de grade 3, notamment une cytolyse hépatique. Bon, ce qui a nécessité en fait un changement de régime. Parce qu'en général, la névirapine est un médicament qui est cytotoxique, donc qui entraîne soit une cytolyse hépatique. Donc quand on se rend compte qu'un enfant a une cytolyse de grade 3, on change. Au lieu qu'au lieu qu'on le mette sous le régime zidovudine, lamivudine, névirapine, on change. On peut peut-être faire une substitution avec l'efavirenz qui est moins hépatotoxique. En ce qui concerne les critères biologiques, après 1 mois, il y avait un seul enfant qui souffrait de malnutrition. Tous avaient une fonction hépatique. En fait, 5 enfants avaient une fonction hépatique normale et 5 avaient un volume globulaire moyen augmenté. Le volume globulaire moyen permet de savoir
chez un patient VIH, et je précise bien, nous permet de savoir si cette personne, la personne, c'est un indicateur de l'observance. Un patient qui est observant, qui prend ses médicaments tous les jours et correctement, vous allez vous rendre compte que cette personne a un volume globulaire moyen. Maintenant, il y a d'autres circonstances pour lesquelles une personne peut avoir un volume globulaire moyen, parfois dans certaines anémies ou bien chez les alcooliques. Donc c'est pour ça que je précise bien chez les personnes vivant avec le VIH et qui ne consomment pas de l'alcool, bien sûr. Après 6 mois, nous avons eu une amélioration du poids d'environ 56% et aucun enfant ne présentait une infection opportuniste. En ce qui concerne les effets secondaires, aucun enfant ne présentait d'effets secondaires. En ce qui concerne les critères biologiques, ils avaient tous un volume globulaire moyen qui était augmenté. Après 1 an de suivi, aucun enfant n'a été perdu du programme de traitement directement observé et aucun cas de décès également n'a été répertorié. En ce qui concerne l'adhérence, l'observance et l'adhérence au traitement, les parents des enfants ont toujours respecté, tous les enfants qui étaient sous traitement au moment de l'étude, ils ont tous respecté les rendez-vous et ils respectaient également le rythme des prises et des posologies. C'est ce qu'on appelle en fait la compliance. Bien sûr, nous avons eu quelques problèmes. Hein. Nous avons eu des difficultés d'approvisionnement. Nous en avons eu 3 en 2009, une en 2010. Donc pour pouvoir pallier à ce problème, nous avons dû faire appeler à la rescousse d'autres sites de prise en charge. Donc ils nous ont donné des antirétroviraux et quand on a été servi, en fait, on leur a restitué ce qu'ils nous avaient donné. L'appui financier et matériel des ONG et des institutions religieuses nous ont permis la mise en œuvre de ce programme en milieu rural, notamment avec une bonne formation du personnel sur des objectifs spécifiques qui ont permis d'améliorer le dépistage, la mise en route du traitement et le suivi du traitement. Elle a permis également de mettre en place des indicateurs de suivi précis, communément partagés avec tout le personnel. Elle a permis également une bonne sensibilisation des parents, notamment avec une dédramatisation de la maladie, en apportant un soutien psychologique et médical. Elle a permis également la surveillance de l'observance et la démonstration de la réhabilitation nutritionnelle qui ont facilité une bonne adhérence et une bonne compliance. Mais nous avons quand même des inquiétudes. C'est que qu'est-ce qui se passera une fois que les financements seront interrompus? Et il y a certains pays, notamment le Rwanda, qui, déjà pour éviter que... Parce que le programme d'urgence du président des États-Unis pour la lutte contre le VIH-Sida, en fait, à un moment donné, elle ne va pas toujours continuer, ça ne sera pas éternel. Hein. Donc, à un moment donné, ça va finir. Donc, le Rwanda, déjà, pour pouvoir anticiper, a mis sur pied un système d'autofinancement pour pouvoir aider les personnes avec le VIH. Parce que les antirétroviraux coûtent excessivement cher. Donc, il n'est pas évident que les personnes elles-mêmes puissent acheter les médicaments. Parce que j'ajoute au passage qu'en Côte d'Ivoire, depuis août 2008, les antirétroviraux sont gratuits. Ils coûtent excessivement cher, donc ce n'est pas évident. Notre étude a présenté les stratégies de mise en œuvre d'un programme soutenu par une ONG dans un centre de santé distant, de milliers de kilomètres de la capitale, avec une majorité de population analphabète. L'obtention de bons résultats d'un programme nécessite toujours l'adaptation des stratégies proposées au contexte local. Ceux qui m'ont précédé tout à l'heure, il y avait des personnes déjà qui avaient déjà évoqué cela. Et je pense que c'est ce qu'on gagnerait peut-être à faire hein, pour pouvoir sortir notre continent, le continent africain du sous-développement. Bon, je tiens quand même au passage à remercier quand même déjà pour ça International Center for Health and Treatment Programs qui nous a permis de réaliser ce programme. Je remercie également le programme national de prise en charge des personnes avec le VIH, le programme national de nutrition, les missionnaires de la Consolata, notamment ceux du Canada et ceux de Côte d'Ivoire. Je suis actuellement logé dans leurs locaux où je suis logé actuellement. Je remercie également l'Université du Québec au Montréal qui m'offre l'opportunité aujourd'hui de venir présenter mon étude. Et j'aurais même dû commencer par le personnel de santé dans lequel je travaille. Je vous remercie. Merci beaucoup, Ebele.